pour réussir. Cayenne, bon, 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 bon. Cayenne, bon, 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 bon. J'ai compris. Cayenne, bon, 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 bon. C'est fini. Cayenne, Jacques Higelin, la chanson que vous avez choisie, Président Scherer, pour ouvrir ce téléfoot, pourquoi? C'est à la fois une constatation et un espoir. Je pense que pour le FCNA, ça veut dire que le bagne est terminé, ou en tout cas qu'il le sera, et qu'on va retrouver un grand club plein de joie de jouer, et d'autre part, c'est chanté par un personnage dont j'aime à la fois la tendresse et la capacité d'indignation. Président Scherer, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le président du FC Nantes, leader du championnat, est notre invité, car après cette journée de championnat que nous avons vécue vendredi, eh bien, le Football Club de Nantes est toujours champion, est toujours en tête du championnat en tout cas, et je pense que ça a été pour vous, Président, une bonne surprise. Vous attendiez peut-être une petite passation de pouvoir. Oui, la logique, effectivement, aurait voulu qu'aujourd'hui, nous ne soyons plus leaders du championnat. Je remercie les Nîmois, et les Parisiens, d'ailleurs. Ça durera ce que ça durera. Nous, ce qui compte, c'est que notre public vienne au stade, c'est que notre public prenne du plaisir pendant 1h30, qu'on soit premier, deuxième, cinquième. Président, il y a 4 mois, le FC Nantes était en 2e division. Vous aviez été rétrogradé par les DNCG. Je dirais que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est carrément une embellie. Oui, mais en fait, qui n'est pas un miracle. C'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps, puisque aujourd'hui, l'essentiel de l'effectif du Football Club de Nantes est issu du centre de formation. Donc ils ont été formés au FCN, puisqu'il s'appelait encore le FCN. Et je dirais que nous avons eu beaucoup de chance qu'après l'acceptation de l'appel qu'avait introduit le FCN, nous ayons pu intégrer en équipe première tous ces jeunes du centre de formation, et qui ont été accueillis et encadrés magnifiquement par les moins jeunes comme Zoran ou David. Si le FC Nantes était en 2e division, c'est que la situation financière était catastrophique. Alors qu'en est-il à ce jour? Je dirais qu'aujourd'hui, la situation financière du club dans ses deux parties, l'association d'une part, la société anonyme à objet sportif d'autre part, s'est fortement redressée. En ce qui concerne l'association, le passif a été fortement réduit grâce à un certain nombre de mesures prises par la ville, par le Conseil général, par les banques créancières, le CIO, le Crédit Lyonnais et la Caisse d'épargne, par le club lui-même, puisque nous sommes séparés de Marcel Desailly, ce qui a contribué évidemment à réduire le passif. Ce passif est maintenant... le passif restant est consolidé avec des moyens de financement qui sont connus, qui sont clairs. Les dépenses ne sont pas aléatoires puisque ce n'est pas l'association qui concourt en première division directement. Elle le fait par le biais de la société anonyme à objet sportif, laquelle, pour le moment, a des comptes qui sont, ma foi, tout à fait satisfaisants, et j'en remercie les 17 700 spectateurs de moyenne que nous faisons depuis le début de la saison à la Beaujoire. Président, vous allez pouvoir intervenir tout au long de ce téléfoot. Nous allons donc attaquer la 13e journée avec ce qui a été le coup de tonnerre de cette 13e journée. C'était au Parc des Princes et Pascal Praud assistait au match Paris Saint-Germain contre Nîmes. Arthur Georges, tout d'abord, est-ce que vous êtes superstitieux? Non, pas du tout. Un tout petit peu, mais pas au point de penser qu'on perd tous les ans la 13e journée sur notre terrain par 3-2. C'est ce que vous vouliez dire? Coïncidence troublante, l'année passée, le PSG chute à l'occasion de la 13e journée, et ce pour la première fois face à une équipe mal classée, Toulon, le score 3-2. Cette fois-ci, Nîmes est au parc et après 13 minutes de jeu, le PSG bénéficie d'un coup franc pour cette faute peu évidente de Lucchesi sur Fournier. À 26 mètres, 2 x 13,
Valdo, tire feuille morte. Il y a 15 jours, le coup franc de Lyon. Aujourd'hui, celui de Nîmes. 1-0, ça se présente bien. 3e but de la saison pour Valdo. Et pourtant, vendredi soir, Valdo, à l'image du Paris Saint-Germain, n'a pas réussi le récital habituel. 14e minute, Cocciufio pour Vercruis. Buffa. De l'autre côté, Mondzuc qui a laissé passer le ballon. Mondzuc va pouvoir le récupérer. Centre de Mondzuc et Philippe Vercruis. Égalisation après 14 minutes. 5e but de la saison de Vercruis. Et regardez, sur cette volée, Vercruis, il ne bouge pas. Il s'est retourné, vous l'avez aperçu. Le numéro que portait Vercruis vendredi au Parc était le numéro 13 et il a été l'un des artisans du succès nîmois. 20e minute de jeu. Long dégagement de la défense nîmoise. Ricardo paraît bien placé pour récupérer ce ballon, mais à 100 à l'heure. Buffa est intervenu, il lui a chippé le ballon de la tête. Buffa qui va pouvoir continuer son action. Il est passé sur Ricardo, puis sur Colletter. Centre de Buffa. Reprise de Mondzuc, numéro 5 de la saison pour Mondzuc. Et Ricardo, comme Valdo, pas dans son assiette. Une première fois, Ricardo a l'occasion de couper la trajectoire de Buffa. Il le laisse s'échapper et dans le duel, petit pont, Buffa est passé. Un peu de réussite face à Colletter. Le centre en retrait pour Mondzuc. Nîmes mène au Parc 2-1. Surprise, d'autant que les Parisiens vont se créer une bonne occasion en fin de première période avec David Ginola. Bonne sortie de Pérez. Au ralenti, le ballon de Guérin. En fait, c'est Lucchesi qui sert idéalement Ginola. Et Pérez qui sauve son équipe. 2-1, l'occasion d'aller à la mi-temps dans les salons VIP du Paris Saint-Germain. Il y a toujours beaucoup de stars autour de l'équipe de Michel Denisot. La deuxième période reprend après 1 heure de jeu, précisément à la 63e minute. Corner de Valdo pour une pression parisienne depuis la reprise. Au premier poteau, David Ginola. 4e but de Ginola cette année. Et un but rare puisqu'il est marqué de la tête. C'est le premier en 1992. Et depuis qu'il joue chez les professionnels, David Ginola n'a pas l'habitude de marquer des buts de la tête. À partir de cette égalisation, les Nîmois subissent le jeu. Beaucoup d'occasions de but. Voici Weah dans la surface de réparation qui ne conclut pas. Et après 75 minutes de jeu et plusieurs occasions manquées soit par Valdo, soit par Ginola, soit par Weah, une action litigieuse cette fois dans la surface de réparation. Mondzuc a perdu le ballon. George Weah le récupère. Il plonge dans cette surface de réparation. Lucchesi revenu. Monsieur Lalu ne bronche pas et il a sans doute raison. Weah déséquilibré, mais seul. 79e minute, au coup franc Laurent Blanc, l'autre grand bonhomme de cette rencontre, côté nîmois. Fournier, Vercruis et son numéro 13 récupèrent le ballon. Vercruis laisse pour Mazzucchetti, il va se replacer aux abords de la surface de réparation. Vercruis, Valdo, mauvais contrôle, Vercruis récupère. Et 3-2 pour Nîmes. Le ballon a été détourné, non pas par un Parisien, mais par un Nîmois, en l'occurrence Mondzuc, qui dévie ce ballon dans les buts de Lama. Le PSG n'a pas saisi l'occasion pour repasser leader du championnat. On a fait un match mauvais. C'est vrai aussi que contre un adversaire avec 100% de réussite. Je pense qu'il y avait peut-être dans les têtes le rendez-vous de mercredi. On était battus dans beaucoup de duels, dans l'agressivité, qu'il y avait peut-être la crainte d'une blessure. Mais je crois que les très grandes équipes savent gérer tous les rendez-vous. Il n'y a pas de petits rendez-vous. Donc là, ça veut dire qu'on n'est pas encore une très grande équipe. Oui, d'après Michel Denisot, ces joueurs pensaient d'abord à la Coupe d'Europe. Président Scherer, d'après vous, c'est un avantage pour le FC Nantes de ne pas avoir à la jouer, cette Coupe d'Europe? Ce sera des matchs. Que ce soit un avantage, non, je ne pense pas que c'est ni un avantage ni un désavantage. Je pense que une équipe de football, son métier, c'est de jouer au football, et plus il y a de matchs, mieux ça vaut.
Pour en revenir à Michel Denisot, on l'a vu récemment en cours de téléfoot, il est assez démonstratif pendant les rencontres du Paris Saint-Germain. Alors vous êtes carrément exubérant, hein, on va voir ça en image. C'est tout à fait spectaculaire en nous dirigeant au stade de la Beaujoire, où nous avions placé une caméra sur vous récemment. Et d'abord, vous commencez, alors expliquez-nous le match dans les loges. Enfin, d'abord on vous écoute, puis après vous nous direz pourquoi vous changez de place comme ça pendant les matchs. Zoran est arrivé, donc c'est Vulic qui avait ouvert le score. Et là, un peu plus tard, on vous retrouve à un autre endroit dans les tribunes. Pourquoi ? Mais écoutez, là j'étais dans la loge parce que c'est la loge de l'entreprise que je préside. J'avais des invités, je me dois à mes invités, donc ça me paraît tout à fait normal. D'accord. Ensuite, eh bien ma foi, le public c'est les clients du club. Et les clients du club méritent qu'on leur manifeste qu'on est content qu'ils soient là. Oui, parce que là, à la fin, vous allez carrément dans les tribunes, regardez. Qu'ils soient dans la tribune officielle ou qu'ils soient dans les virages. Ces gens payent pour voir le match. Il est normal que j'aille leur dire bonjour. Donc vous aimez vous retrouver parmi eux puisque vous le faites. Oui, en plus, ils sont formidables. Oui, je le fais effectivement à chaque match et je dois dire qu'ils sont superbes. Ils témoignent d'un enthousiasme, d'un plaisir qui sont réconfortants. On a un petit peu l'impression en voyant ces images et puis également en vous entendant parler depuis le début de ce téléfoot que le public est un mot-clé dans votre langage, dans votre manière d'appréhender les choses, les relations avec votre club. Vous voulez un rapport fort avec ce public et apparemment vous y êtes parvenu à établir cette relation. Oui, mais je crois que c'est vrai pour l'entreprise que je dirige comme pour le club dont j'assure la présidence. Nous avons des clients, nous avons des gens qui comptent sur nous. Qui nous regardent et à qui on doit apporter, notamment en ce qui concerne le sport, à qui on doit apporter un exemple. On va écouter 15 secondes ou 20 secondes comme ça, prises presque au hasard lors du match contre Montpellier. C'est vrai qu'il y a une formidable ambiance cette année à la Beaujoire. Et de ce point de vue, vous avez, pour le moment en tout cas, gagné votre pari. Président, vous êtes dans ce milieu du football, quel est un petit peu votre parcours? Vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un ancien élève de HEC. Exact. Mon parcours, il est d'une banalité incroyable. D'abord, je crois qu'il y a un point important, c'est que je suis indécrotablement alsacien. C'est-à-dire que je fais ce que j'estime devoir faire sans trop m'occuper de ce qu'on en pense. Et à cet égard, je voudrais rendre ici un hommage à mes parents, Marie-Thérèse et Paul Scherrer, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que je n'ai jamais à avoir honte quand je me vois dans un miroir. Président, quand vous êtes arrivé au FC Nantes, vous ne saviez même pas ce que c'était que la présidence d'un club de football. Vous n'aviez jamais touché au sport. J'y avais touché en tant que pratiquant, si, mais en tant que dirigeant, non, jamais. Jamais. J'ai fait du basket quand j'étais gamin. Ensuite, j'ai été pas trop mauvais en athlétisme et en rugby. Je m'intéressais au football parce que c'est un sport et que j'adore le sport. Mais j'ai beaucoup admiré, je me souviens, l'équipe du Brésil des années 60-70, l'équipe de France de Paul Nicolas, le Stade de Reims. Donc j'aimais le football. J'ai jamais joué vraiment. J'ai fait quelques matchs en corpo, mais ça s'est arrêté là. Mais comment vous êtes-vous retrouvé à la présidence du FC Nantes, président? Bah, je dirais là encore, je crois que c'est presque par hasard. J'ai été indigné comme beaucoup de Nantais, d'adoption en ce qui me concerne. Lorsque j'ai vu qu'un club 9e du championnat, fanion de ce que j'appelle Nantes Atlantique, c'est-à-dire cet espace qui va d'Ancenis à La Baule, descendre ou rendu en 2e division pour des raisons qui n'avaient rien de sportif. Il se trouve que je suis aussi vice-président de la Chambre de commerce de Nantes
Et à ce titre, j'ai pu, en liaison avec la mairie, avec le conseil général, mobiliser un certain nombre d'énergies. Alors peut-être que j'étais un petit peu plus visible que les autres dans cette affaire-là, ce qui fait que lorsqu'il a fallu créer une SAOS, qu'il a fallu trouver un président, manque de peau, j'étais au premier rang. Très bien, Président, je vous invite à suivre un autre match très important de cette 13e journée qui se jouait à Sochaux. Et finalement, où ça s'est bien passé là aussi pour le Football Club de Nantes. Sochaux recevait Marseille, un Olympique de Marseille privé de 3 titulaires, sous les yeux de Marianne Macot. Comme Bordeaux la semaine dernière, Marseille comptait 3 suspendus pour rencontrer Sochaux, Casoni, Voller et Boli. Un handicap qui n'apparaît pas en ce début de match, attaque de Boxic, et puis tout de suite une faute sur Pelé. On joue depuis 10 minutes, c'est un coup franc pour Amoros, dont le retour a été très remarqué. Reprise au centre de Pelé, il se jette, la balle passe dans le but sochalien. 10 minutes seulement donc et 1-0 pour l'OM, une balle que Pelé a détournée du torse semble-t-il. Marseille domine cette période, mais ce rare corner de Sochaux va tout bousculer. Robert le tire, Sauzé frôle la balle, Piton reprend et Barthez dans les buts n'a encore touché aucun ballon. C'est l'égalisation, 1 partout. Barthez ne touchera plus le ballon avant la mi-temps. Ses coéquipiers l'en préservent, Durand tout d'abord, puis l'ancien de Sochaux, Jean-Christophe Thomas reprend dans la surface, Stéphane Ferrand bloque. Franck Sauzé redevenu libéraux aux côtés de De Sailly, qui ne connaît pas encore sa frappe poids lourd. La moitié du match est écoulée, 1-1. Les Sochaliens vont rentrer avec une meilleure organisation sur le terrain. Prat en pleine course sur la droite, Robert attend au deuxième poteau. Mais Amoros le coupe. Il se relève mais se rend compte qu'il s'est tordu le genou plus gravement qu'il ne le croit. Il va devoir laisser sa place à Angloma, un autre défenseur. Les Marseillais repartent par l'intermédiaire maintenant de Boxic. Il cherche Ferreri, Ferrand intercepte de belle façon. Autre démarrage pour Sochaux de Lionel Prat devant Dimeco. Maintenant en retrait pour Henry, écœuré parce que son tir passe juste au-dessus de la barre. Maintenant Ferreri pour Marseille, bien malin, prépare le terrain pour Angloma lancé et Ferrand détourne juste à temps. Eric Dimeco s'est assommé en tombant au passage. Les deux arrières latéraux de l'OM sont sortis et Delis rentre. Deschamps pour Durand, il tente quelque chose d'audacieux, très audacieux, le lob en lucarne, très précis puisque Ferrand doit reculer. 86e minute, Robert lance Benjamin Clément, l'ex-monégasque. Un bel amorti, puis il réussit à reprendre la balle, il donne l'avantage à Sochaux. Les joueurs pensent avoir réalisé la performance de battre l'Olympique de Marseille. Il ne reste que 4 minutes à jouer sans compter les arrêts de jeu. J'ai senti qu'en deuxième mi-temps, on a nettement mieux joué qu'en première mi-temps. Notre équipe s'est complètement libérée. Et puis, évidemment, quand Benjamin Clément a marqué le but, on était sûr, pratiquement sûr, parce qu'on n'est jamais sûr de gagner. Mais les Marseillais veulent tirer profit des dernières minutes. Tout le monde envahit la surface sochalienne. Ferreri réussit à tirer. Même Barthez, le gardien de Marseille, est monté dans le rond central pour pousser ses copains au moins de la voie. Jean-Marc Ferreri va réussir à se sortir de ce capharnaüm malgré un embouteillage de jambes. Regardez, il y a au moins 5 joueurs devant lui. 2-2, score final. Et je crois qu'il fallait avoir des tripes, comme on avait déjà fait à Lyon. On avait égalisé dans les dernières minutes. Mais ce soir, on a fait un petit peu pareil. On voulait absolument pas perdre. Et je crois que c'est quand même mérité sur l'ensemble du match, ce match nul. Et pour une journée si néfaste envers les premiers du classement, les hommes de Tapie s'en sortent bien. Bernard Tapie, oui, le plus médiatique des présidents du football français. Vous, Guy Scherrer, on vous connaît moins, beaucoup moins. Alors on va parler un petit peu de vous, de vos goûts personnels. Vous nous avez ouvert les portes de votre propriété près de Nantes et on va découvrir que vous êtes un homme de culture, comme on dit. D'abord un mot sur la littérature, vous avez une passion pour Charles Péguy. Oui, oui, tout à fait. Et je conseille à tout le monde la lecture du Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc. Beaucoup de toiles chez vous. Alors c'est la peinture moderne apparemment qui vous attire plus particulièrement. Oui, la peinture contemporaine. Et puis vous êtes un bon joueur d'échecs, comment vous classez-vous ? Non, je suis un joueur tout à fait amateur et en plus je joue contre mon fils qui triche. Il triche ? C'est pas bien ça. Et un mot sur vos goûts musicaux ? Ah, mes goûts musicaux, j'adore la musique classique, j'adore la musique pop, j'aime bien l'opéra, un peu tout.
Voilà. Eh bien, on vous fera un petit générique de fin avec Rossini. C'est l'un de vos favoris? Ah oui, c'est un des compositeurs que j'aime beaucoup. Oui. Président, vous avez débarqué dans ce milieu. Votre regard justement sur le football et notamment le football professionnel? Bah écoutez, je trouve que le FCNA est un club fantastique et qu'il le sera de plus en plus. Oui, mais quand on regarde ailleurs. Votre regard périphérique? Pas trop. Pas trop. Il y a des clubs que j'aime bien. Je trouve que le Paris Saint-Germain est en train d'essayer de construire quelque chose d'exemplaire et ça me paraît fantastique pour le football français. Je trouve que des clubs comme Caen, comme Lens, comme Sochaux sont assez proches de ce que j'aime. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans le football français? Peut-être la manière de gérer de vos collègues, de certains de vos collègues ou... Ce qui me surprend un peu dans le football, c'est qu'on a toujours tendance dans ce milieu à dire « demain on rase gratis ». Et ça me paraît extrêmement dangereux. Président, il n'y a pas trop d'argent, justement, dans le football français? On dépense de l'argent qu'on n'a pas. On espère l'avoir. Et quand on ne l'a pas... quand il ne vient pas, on se retrouve dans des situations qui ne sont pas confortables. Bon, moi, il y a un truc qui me terrifie, par exemple. C'est la pression qui est mise sur les joueurs marseillais parce qu'il faut absolument les 80 millions de la Coupe d'Europe. Et ça, c'est inquiétant. Nous allons enchaîner, Président, avec une séquence que nous aimons bien, ici en tout cas, qui est une séquence spectaculaire, qui est la séquence du top but. Comme on est à la fin du mois, eh bien, on va voir d'abord quel est le but qui rentre. C'est un but justement d'un Canet. Vous évoquiez le Stade Malherbe de Caen, un garçon qui marche terriblement bien et qui a encore marqué hier soir du reste. Il s'agit de Xavier Gravelaine, le nouvel international. Classement, Jean-Michel. Eh bien, la 5e place, la volée après rebond du Lyonnais Rémi Garde. Frappe glissante dans le petit filet de Bernard Lama. Et à la 4e place, donc, eh bien, c'est un ancien Nantais. Xavier Gravelaine est passé par le centre de formation de Reynald Nouex. Café, lait et café crème jusqu'au but de Varmuse. Pour Xavier Gravelaine, le meilleur buteur actuel de notre championnat. Comme elle arrive, elle repart, plus vite, plus fort, plus haut. La vaseline du Stéphanois Bouquet touche le 1000. Plus imparable, eh bien, c'est dehors. Mais là, c'est dedans. Renversante la volée de Calderaro contre ses anciens coéquipiers messins. À l'arraché, ce ciseau, petite branche, ressemble plutôt à un sécateur. Et vous le savez, vous, Thierry, qui êtes un grand amateur de boxe, les coups détachés sont les plus efficaces. Les tempos entre le centre de Ginola, la volée de Fournier. Le spectateur a eu le temps de tout voir, le gardien aussi, mais c'est trop tard. Fournier est en tête du top but. Et nos amis du journal France ce Soir, nos amis lecteurs en tout cas, ont très bon goût. Bien, on va marquer une page de publicité précédée d'un petit coup de plaisir, comme d'habitude. Et puis on se retrouve pour la deuxième moitié de cette 13e journée, toujours en compagnie du président du FC Nantes Atlantique, M. Scherrer. A tout de suite. Au Paris Saint-Germain, sa première défaite de la saison. Pour Nîmes Olympique, égalisation par Philippe Vercuis. Retour à Téléfoot avec 7 matchs de cette 13e journée. 17 buts sur les 27 qui ont été marqués en compagnie de Hervé Matou et de Christian Jean-Pierre. Toulouse, qui courait toujours après une première victoire en championnat, recevait Le Havre. Le TFC fait l'essentiel du jeu en première période et Pivot est sauvé par sa transversale. À quelques minutes de la pause, Nemetchek ouvre la marque, coup de tête décroisé à la suite de ce corner. Le TFC mène 1-0. Réaction normande en seconde période, mais Casanova, le gardien du TFC, ne laissera rien passer. À Lille, les Lillois en blanc ouvrent le score après 23 minutes de jeu, but inscrit par Borges, l'Uruguayen qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Les nordistes en seconde période auraient pu prendre le large. Ballon pour Brisson.
Une passe détournée qui atterrit dans les pieds d'Assadorian, tir croisé d'Assadorian sur le poteau de Gilles Rousset. Finalement, à un quart d'heure de la fin, ce sont les Lyonnais qui égalisent. Superbe tête de Bruno Ngoti, 1 point de perdu pour Lille et 8e match consécutif sans défaite pour Lyon. Festival de buts au stade de la Méno avec en début de match un but signé Boifia pour Strasbourg. Les Strasbourgeois dominent ce début de rencontre. Corner de Keller, Boifia prolonge, envolée de Franck Leboeuf. Strasbourg mène 2-0. Réaction lensoise, on joue depuis 25 minutes. Tir d'El Adaoui, dévié, Sanson est battu. 2-1 pour les Alsaciens. En seconde période, les Alsaciens vont creuser l'écart avec Boifia, puis Farina en embuscade, 3-1. Farina qui trouve peu à peu ses marques au sein de cette équipe puisqu'il avait marqué un but la semaine dernière face à Monaco. Enfin en seconde mi-temps, à noter également le 4e but strasbourgeois. Il est signé Keshi, le Nigérian de l'équipe de Strasbourg. Score final 4-1. La dernière action de la soirée est magnifique. Maufroy le Lensois en est l'auteur. Un tir de 25 mètres qui termine sur la transversale de Sanson. Montpellier en blanc reçoit Bordeaux. La première occasion est signée d'Hiver. Sa tête plongeante frôle le montant de Gaëtan Huard. Les Montpelliérains devront attendre la 70e minute pour trouver la faille. Débordement de Kader Ferraoui. Centre repris à bout portant par Olivier Piqueux qui inscrit son 7e but de la saison. 1-0 pour Montpellier. Bientôt 2-0 à 7 minutes de la fin. Long ballon de Lauré et lob de Fabrice D'Hiver qui inscrit son premier but de la saison. Fabrice D'Hiver attendait ce moment-là depuis de nombreux mois. Un but qui pourrait peut-être lui permettre de sortir de sa longue période de doute.